Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir assister à cette boîte à outils. Je me présente, Mathieu Faubert, interne à Toulouse en 3e semestre et vice-président de l'ISNAR-IMG. Vous êtes ici à un congrès d'internes de médecine générale, par les internes, pour les internes. Justement, en tant qu'interne de médecine générale, nous sortons de 6 années d'études intenses, avons passé des concours exigeants à 2 reprises, avons appris toutes les dernières recommandations et sommes sortis de l'externat au top de nos connaissances. Mais la médecine est une science en constante évolution. De nouvelles recommandations sortent chaque jour, transforment notre vision de la prise en charge des patients et patientes. En médecine générale, notre champ d'action est très large et les généralistes se doivent d'avoir plusieurs cordes à leur arc. Pour rester au sommet de la prise en charge de nos patients et patientes, nous allons désormais, nous, internes, continuer à nous former. Mais comment faire? Quelles démarches existent? Y a-t-il déjà des pistes d'amélioration pour nos patients et patientes? Devant une population plus que jamais vieillissante, nous sommes confrontés à un nombre de prises en charge de ces patients et patientes à domicile de plus en plus important. L'enjeu du maintien à domicile de ces personnes semble aujourd'hui plus que prioritaire. Pour cela, je serai accompagné de M. Mathurin Laurin, délégué général de la Fédération nationale des hospitalisations à domicile, la FNEAD, qui vous parlera de notre place et des évolutions des soins à domicile. Je serai également accompagné par la docteure Agathe Semama, médecin généraliste et membre de l'équipe administrative de MG Form, l'association de formation liée au syndicat MG France, qui vous donnera les clés de la formation médicale continue. Suite à ces 2 interventions, nous pourrons avoir un temps d'échange pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. N'hésitez pas à les noter pendant ces interventions. On fera passer des micros afin que vous puissiez les énoncer. Je vous invite, Monsieur Mathurin Laurin, à vous présenter et je vous laisse définir les actualités des soins à domicile. Merci beaucoup Mathieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors vous parlez de l'hospitalisation à domicile, un champ que peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent, peut-être que d'autres connaissent moins. On le connaît souvent pour des prises en charge les plus courantes, et j'en redirai un mot à la fin de mon propos sur les soins palliatifs. Peut-être vous redire un tout petit peu l'intérêt qu'on aurait en tant que médecin généraliste, médecin traitant, à travailler soit avec l'hospitalisation à domicile lorsque vous exercez, vous êtes en exercice libéral, ou bien de rejoindre un établissement d'hospitalisation à domicile lorsque cette occasion vous est donnée. Et pour cela, bien évidemment, encore faut-il connaître l'hospitalisation à domicile, savoir ce que c'est, savoir ce qu'on y fait, ce qu'on peut y faire. Et pour cela, rien de tel que des stages, des rencontres et puis une acculturation sur ce champ, sur cette activité de médecine dont je vais vous parler très rapidement. Alors, simplement pour avoir peut-être une idée de ce qu'est l'hospitalisation à domicile, nous avons à peu près 7 millions de journées donc, par an en hospitalisation à domicile. Nous avons 280 établissements partout en France. Je pense bien sûr à des établissements publics, privés, mais bien évidemment aussi associatifs pour 40% d'entre eux. La question qu'on se pose souvent, en tout cas ce qui sera la vôtre sans doute, c'est le rôle du médecin traitant lorsque je suis moi-même médecin traitant et que je travaille avec un établissement d'hospitalisation à domicile pour le suivi de ce que j'appelle, pardon de le dire comme ça, mes patients ou un patient que je suis et lorsque l'hospitalisation à domicile intervient. Il faut bien avoir en tête que les textes prévoient cela sans aucune ambiguïté. Le médecin traitant reste et demeure le pivot de la prise en charge lorsqu'un patient que vous suivez est pris en charge en hospitalisation à domicile. Le médecin traitant n'est pas exclu de la prise en charge lorsque déclenche l'hospitalisation. Il peut choisir la place qu'il occupe. Il définit lui-même comment il ou elle veut s'organiser avec l'HAD. Est-ce que le médecin se déplace ou non? Est-ce que, oui ou non, je suis à l'aise avec les soins palliatifs? Et puis, est-ce que, oui ou non, je m'occupe de l'ensemble de la coordination des soins? Je vous donne un exemple. Un patient que vous suivez, par exemple, qui peut être pris en hospitalisation à domicile, ça peut être l'établissement d'HAD qui, lorsque le patient est à 4 grammes d'hémoglobine, par exemple, va dire on va organiser une transfusion, ça sera organisé par l'établissement d'hospitalisation à domicile, bien évidemment en lien avec le médecin traitant.
Pour le médecin traitant en exercice libéral, quand je dis libéral, ça peut être soit en cabinet de groupe, soit en CPTS, quelle que soit la manière dont vous exercez. Il faut bien avoir en tête que vous allez être confronté, ça a déjà été le cas dans un certain nombre d'autres exercices, à des patients qui sont complexes. Des patients avec un niveau de complexité important, mais qui ne nécessitent pas pour autant un plateau technique hospitalier. Et donc, grâce à l'hospitalisation à domicile, je pense notamment à des infections, à des cancers, à des personnes cassées, mais dont l'hôpital va vous dire « c'est pas chez nous », vous allez avoir avec l'HAD un niveau de second recours pour des patients qui vont être complexes que vous allez pouvoir garder. C'est-à-dire que ce sont, de manière très simple, l'organisation des soins avec à la fois des soins techniques et une surveillance 24 heures sur 24 pour des patients qui, sans cela, auraient été admis dans un établissement hospitalier, qui soit public, privé, associatif, qu'importe, mais un patient qui n'aurait pu être finalement dans le spectre d'exercice de son médecin traitant. Donc l'intérêt de l'HAD peut-être, si je pouvais aborder ce point-là en synthèse de ce que je viens de dire, c'est bien évidemment de garder des patients de niveau de soins hospitaliers pour des plaies qui s'aggravent, pour des patients en soins palliatifs qui deviennent symptomatiques, par exemple, des patients qui, effectivement, restent auprès de leur médecin traitant. Le rôle de l'hospitalisation à domicile pour vous, médecins, c'est aussi peut-être demain pour un patient de se dire « je pense qu'il a besoin de soins hospitaliers ». Donc là, on est en amont de la prise en charge. Je pense qu'il a besoin de soins hospitaliers. Est-ce que l'hospitalisation à domicile peut m'aider à éviter une hospitalisation, et quand je dis hospitalisation, évidemment une admission en établissement hospitalier, je pense notamment pour des patientes et des patients qui sont en EHPAD. Demain, pour un patient qui aura été hospitalisé pendant plusieurs semaines, penser à l'hospitalisation à domicile, ça reviendrait à bénéficier d'une évaluation, y compris sur des dimensions psychosociales, ce qu'on a peut-être moins, des ressources auxquelles on a moins accès lorsqu'on est en exercice libéral, facilitation du retour à domicile, bien évidemment, et puis planification des traitements, j'en ai donné un exemple tout à l'heure. Donc l'HAD va pouvoir être aux côtés du médecin traitant pour une analyse finalement un peu 360 à l'instant T, pour organiser un retour à domicile, et ça a été dit par Mathieu à l'introduction, dans les meilleures conditions. Je pense que nous avons devant nous un défi que nul n'ignore aujourd'hui sur le vieillissement de la population, la chronicisation d'un certain nombre de pathologies. Donc cette manière de penser les choses, le rôle du médecin traitant en lien avec un établissement, s'il est d'HAD notamment, pour effectivement anticiper et faciliter le retour au domicile. Je rappelle que dans ces situations-là, l'accord du médecin traitant est systématiquement sollicité. L'intérêt peut-être sur la manière d'exercer, c'est un petit peu différent. L'intérêt de l'hospitalisation à domicile, vous êtes, lors de votre formation, formé à une médecine complexe, la plupart du temps en équipe. L'HAD vous propose une médecine de travail en équipe, mais qui s'effectue au domicile. Donc vous avez, je le dis de manière un peu lapidaire, mais vous avez les avantages de l'exercice libéral, mais vous êtes aussi appuyé d'un établissement hospitalier qui est à vos côtés pour la prise en charge d'une patiente ou d'un patient. Le médecin traitant, lorsqu'il travaille avec l'hospitalisation à domicile, pour être très concret, a accès à des infirmiers plé-cicatrisation formés, a accès, le cas échéant, à des équipes de soins palliatifs, a accès à des assistantes sociales et des psychologues qui sont salariés de l'établissement d'HAD, des ressources qui vous sont moins accessibles lorsque vous êtes, vous, en exercice libéral, j'allais dire, autonome, sans l'appui de l'hospitalisation à domicile. Lorsque je parle de patients complexes, et ça c'est souvent une question qu'on nous pose, en disant mais c'est jamais le bon patient, je ne comprends pas très bien, quand j'appelle l'hospitalisation à domicile, c'est soit il est trop lourd, soit il est trop léger, c'est pas le bon moment, c'est jamais le bon patient, jamais au bon moment. Là, il faut se fier tout simplement aux mots, les mots ont un sens. Le H de HAD, c'est hospitalisation, ce sont les patientes et des patients qui, sans l'intervention d'un établissement d'HAD, seraient dans un établissement hospitalier. Voilà, c'est un petit peu ce mécanisme-là, pour cette clé de lecture-là qu'on peut avoir, et qui nous aide finalement à identifier les patientes et les patients qui relèvent de l'HAD. Donc, je l'ai dit au début de mon propos, c'est un service, si je puis l'appeler comme ça, clé en main pour permettre de garder des patients avec un niveau de complexité qui sont importants, des patients complexes, ce qui est un élément intéressant pour y effectuer vos stages, tout simplement parce que ça permettra de comprendre l'hospitalisation à domicile,
peut-être demain d'y exercer, si cela vous botte ou attire votre attention. Et puis si vous n'y exercez pas, tout simplement, en tant que médecin libéral, de savoir que vous avez sur votre territoire, puisque l'ensemble des territoires sont couverts, je ne dis pas que tous les établissements d'HAD fournissent le même niveau de qualité des soins, mais en tout cas l'ensemble des territoires sont couverts par un établissement d'HAD, de savoir que vous avez sur votre territoire un interlocuteur, une équipe en secours sur des patients qui sans ça seraient hospitalisés. Donc le terrain de stage, oui, on avait signé une convention avec l'ISNAR, MG, l'ISNI et la NEMF le 26 juin dernier, tout simplement pour prévoir ces conditions-là et que, bien évidemment, les établissements d'HAD soient prêts à accueillir, qu'il y ait un encadrement suffisant, que vous ayez des conditions d'accueil qui vous soient agréables et puis des conditions de stage qui soient intéressantes. Peut-être pour finir sur la pratique quotidienne d'un médecin en HAD, peut-être se défaire d'un certain nombre de, je ne sais pas si des préjugés, des a priori, ou en tout cas des pratiques qui avaient pu être celles que nous connaissions il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Il faut bien avoir en tête que plus de la moitié du temps, lorsque vous exercez dans un établissement d'HAD, je parle en tant que médecin praticien d'hospitalisation à domicile, c'est plus de 50% du temps au chevet, avec une analyse clinique au chevet des patients. Ce n'est pas du tout du pilotage d'une équipe infirmière derrière un écran, c'est vous avez de l'analyse clinique tout au long de votre pratique, tout au long de vos semaines, avec des déplacements et puis un contact au plus près des patients. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on observe depuis un certain nombre d'années un élargissement du champ du recrutement. Alors bien évidemment, on a beaucoup de médecins généralistes parmi nos médecins praticiens, mais on a un certain nombre, de plus en plus, d'urgentistes, des gériatres, des anesthésistes, qui sont finalement assez attirés par ce travail, je vous ai dit, en équipe, solitaire, mais en équipe. C'est-à-dire que travail libéral, parfois avec les libéraux, vous avez en interlocuteur, lorsque vous travaillez en HAD, vous avez vos collègues du monde hospitalier, donc vous exercez en réalité seul, parce que lorsque vous êtes salarié, vous exercez dans l'équipe d'HAD ou en tant que médecin traitant, mais vous avez en interlocuteur finalement tout le reste du tissu médical, soignant, l'organisation des soins de votre territoire. Un élément peut-être terminé par là, mais sur les éléments de spécialité, sur effectivement, vous ne serez jamais, en exerçant en HAD, en tant que médecin salarié d'hospitalisation à domicile, vous ne serez jamais dermato ou onco, mais vous pouvez parler avec toute la profession, ce qui est un avantage, puisque vous avez des compétences qui sont beaucoup plus variées. Je sais qu'on dira un mot de la formation juste après. Vous avez des compétences qui sont beaucoup plus variées. On observe aussi une croissance des temps partagés avec des confrères qui sont pour partie dans un établissement d'HAD, puis pour partie en exercice libéral ou pour partie en exercice hospitalier. En une phrase, je l'ai évoqué sur les soins palliatifs, peut-être rappeler aussi que sur les soins palliatifs, développement des soins palliatifs, les établissements d'hospitalisation à domicile représentent un peu plus de 100 000 patients suivis en soins palliatifs chaque année, c'est-à-dire plus du double du nombre de séjours de ce qu'on connaît en USP. C'est là aussi un niveau de complexité. Ce sont des prises en charge que vous ne faites pas seul, je l'ai dit, je l'ai répété. C'est bien en HAD un des seuls endroits où il y a de la lumière 24 heures sur 24. Vous avez toujours un interlocuteur, un avis, une équipe, et puis une organisation des soins. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des choses que vous avez peut-être entendues ou peut-être même pratiquées sur les évaluations anticipées, par exemple en EHPAD. L'évaluation anticipée, c'est l'établissement d'hospitalisation à domicile qui intervient auprès d'un résident en EHPAD, un résident qui est aujourd'hui, on va dire, relativement stable. Demain, on espère que ça soit toujours le cas, mais dont on sait que l'évolution de la pathologie, l'évolution d'une maladie va faire qu'un jour, l'état va se dégrader, le patient, le résident va décompenser, et plutôt que de faire un aller-retour aux urgences un samedi soir de préférence avec une prise en charge qui se complique, vous avez cette évaluation qui a été faite il y a quelques jours, qui se déclenche, ça facilite la vie du résident qui est devenu patient avec, que ce soit des thérapeutiques, des PCA, ce que vous voulez, une équipe de l'EHPAD qui est rassurée puisque les choses sont anticipées, si vous voulez, puis un confort du patient ou de la patiente qui s'évite les allers-retours dont je viens de parler. Je pense que personne aujourd'hui en France ne devrait aller depuis un EHPAD se déplacer pour aller mourir aux urgences. Voilà, je pense que là-dessus, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse penser différemment. L'hospitalisation à domicile est un des outils pour que cela puisse advenir et faciliter la vie des patients. Voilà. Je ne vais pas être beaucoup plus long sur cette présentation initiale. J'ai répété, comme c'était ma mission en venant ici, une 60aine de fois le mot hospitalisation à domicile,
Donc peut-être je le redire une ou deux fois ensuite dans les questions qui pourront être posées, mais je laisse la place tout de suite à la seconde intervention. Je vous remercie. Ouais, je suppose que c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis le docteur Agathe Semama, et puis en venant ici, je me suis dit que il y a 26 ans, je faisais mon CSCT, c'était un truc pour les vieux, pour faire de la thérapeutique. Et puis après, alors moi, je n'ai pas passé le concours de l'internat, hein. Je suis une très très vieille, enfin la plus jeune des plus vieilles, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, le temps passe, et puis on m'a demandé, enfin, plein de choses se sont passées, et puis j'ai intégré MG Form, et on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, et donc avec grand plaisir, j'interviens. Alors j'interviens pas seule, parce que c'est un travail d'équipe, la formation médicale continue, en tout cas telle qu'on la pratique et qu'on l'exerce à MG Form. Donc c'est grâce à un diaporama d'une des administratrices qu'une autre administratrice a refait et que je vous présente aujourd'hui, où j'ai mis des petites touches personnelles, notamment me présenter avec mes liens d'intérêt, qui sont en vrai beaucoup plus nombreux que ça. Néanmoins, pour le sujet d'aujourd'hui, sont ceux-là, pour MG Form et aussi la SFTG, qui, je le précise, sont deux organismes de formation complètement indépendants des laboratoires et de l'industrie pharmaceutique. Me suis dit, à cette introduction-là, je me suis dit, mais voilà, la boîte à outils, comment repérer les pathologies et les traitements de demain. Puis tout d'un coup, j'ai eu un tilt dans la tête. Je me suis dit, mais toujours des patients qui nous demandent, et demain, et est-ce que vous pensez? Et est-ce que, j'ai dit, je pense, avec l'évidence-based médecine, mais surtout, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, à mon époque, il n'y avait pas option divination à la fac, hein, c'était pas Poudlard. Et comment on fait? On fait avec la FMC pour se préparer aux enjeux, enfin, pas que la FMC, mais entre autres, aux enjeux de demain. Donc ça va permettre de revêtir un champ, vous avez très large et très varié, et tout ça dans une approche collective. Alors comme j'ai deux diaporamas en même temps, parce que j'ai mes petites notes, pas mal. Donc pourquoi? C'est pour se repérer dans les pathologies actuelles et celles de demain, notamment quand il y a eu, alors il y a encore plus longtemps, mais je me souviens, la grippe H1N1, et puis après le Covid, comment on pouvait se former rapidement. La FMC, ça peut nous aider. C'est pour aussi se permettre d'être à jour, up-to-date régulièrement sur l'évolution des connaissances, de pouvoir répondre à la demande difficulté d'accès aux soins. Petit exemple tout bête, les dermatos, il n'y en a presque plus. On n'est pas dermatologue, mais il y a peut-être certaines lésions, certaines pathologies dermatos qu'on peut repérer. Et on peut faire la formation à la dermatoscopie ou dermoscopie, c'est la même chose. Des patients de plus en plus difficiles et complexes, et je pense qu'on a eu un bon exemple avec tous les patients en HAD qui risquent d'être de plus en plus nombreux. On a une responsabilité accrue, puisqu'on est quand même médecin et qu'on ne fait pas les choses clac, clac, clac très, très vite. Donc, le médecin généraliste, c'est la spécialité qui est très large, la plus exposée, la plus exigeante. On voit tout, tout le temps, mais ce n'est pas le médecin de un peu tout, c'est le médecin de beaucoup de tout et tout le temps. Et de pouvoir vous permettre d'être mis à jour régulièrement de vos connaissances, la FMC le permet. Et puis, dernier point, les patients ont un accès à l'information de plus en plus importante, notamment à l'IA, et avec des modules où ils peuvent faire eux-mêmes leur diagnostic et leur traitement, et qui sortent des médicaments qui nous font des fois hurler en termes de prescription. Donc non, médecin, ça ne s'improvise pas, ni en formation initiale, ni en formation continue. Alors, pourquoi? C'est aussi une obligation légale. On a une obligation de s'entretenir et de perfectionner ses connaissances pour garantir la qualité et la sécurité des soins. C'est pour l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers, salariés ou libéraux. Et donc, on a une obligation triennale de DPC. Je vais le développer dans quelques diapos après. C'est aussi un objectif de santé publique. Et puis enfin, ça permet de tracer. On fait une formation, on a une attestation de formation. Donc, ça va pouvoir permettre de dire, oui, j'ai fait la formation tel jour avec tel organisme de formation.
Je peux vous passer les détails si vous avez d'autres questions après, mais là, je vais passer les détails de quel texte de loi, etc. Mais c'est quelque chose qui est complètement encadré et qui, plus tard, va peut-être être sanctionnable potentiellement si on ne se fait pas à jour de ses connaissances. Alors, comment, pour qui, par qui? 3 gros axes. Le premier, qui est le plus gros, c'est le DPC. Alors, le DPC, il est en train de... J'ai mis en petit feu à NDPC, en train de changer. Aujourd'hui, ça change, mais on ne change pas. J'ai dégoûté 3 personnes par le DPC. Non, mais c'est super intéressant, hein. Revenez. Hein. Non, tant pis. J'ai dit DPC, je suis désolée, mais il fallait bien que je le dise. Donc, on a une obligation de faire du DPC avec un parcours particulier sur des obligations qui sont triennales sur 3 ans. Donc là, on a fini le triennal en 25, mais on a un nouveau triennal que pour un an 2026 avec les mêmes bases que le dernier triennal. C'est un peu tout fou, c'est un peu confus. Ça l'est pour nous aussi. On a mis beaucoup de temps à bien pouvoir comprendre les choses en tant qu'organisme de formation. Mais il faut le faire et c'est pour les professionnels de santé installés. Donc, il y a un droit de tirage annuel. Enfin, voilà, je pourrais vous donner plus les détails. C'est un petit peu complexe. Alors, en DPC, les frais pédagogiques donc, de l'organisme de formation sont payés par la DPC avec des financements publics et le professionnel de santé est indemnisé pour perte de compensation, enfin, pour perte de revenus. Alors, on n'est pas hyper bien indemnisé, mais on est indemnisé quand même. Et pour faire des formations DPC, on ne peut pas dire « Ah ben moi, j'ai envie de faire une formation sur la méditation en posture du yoga sur une jambe. » Ben non, ça, tu ne peux pas parce qu'il y a des orientations prioritaires qui sont définies sur des parcours triennaux. Donc pour l'instant, pour 2026, c'est une année de triennale avec les mêmes orientations que la précédente triennale. Et ça combine des formations de thématiques avec l'évaluation des pratiques professionnelles, des formations continues, la gestion des risques éventuellement, et ça peut être des organismes de formation associatifs comme MG Form ou commerciaux. Alors, c'est bien d'aller regarder ce que font les autres. Hein. Bah, vous verrez, des bons organismes de formation, il n'y en a pas tant que ça. L'autre possibilité, c'est de faire du FAF. Alors, je ne sais jamais ce que veut dire FAF. Je l'ai marqué quelque part, mais il y a un truc qui ne veut pas rentrer dans ma tête. Mais bon, en tout cas, c'est le FAF-PM. Ça a été créé par les instances professionnelles de médecins. Et le conseil de gestion est fait par des médecins. Il y a une cotisation annuelle que l'on paye quand on cotise à l'URSSAF en termes pas micro-BNC, donc une cotisation pleine à l'URSSAF. Et on a le droit de faire presque autant de formations qu'on veut. On n'est pas indemnisé, mais l'organisme de formation est payé pour cette formation. Et donc, il y a une prise en charge des frais pédagogiques. Et c'est ce que les organismes de formation associatifs qui peuvent faire du FAF. Mais il y a aussi d'autres formations continues possibles. Alors, je crois qu'on ne l'a pas marqué, mais c'était peut-être fait exprès, mais il peut y avoir des DU ou DIU, mais ça reste très universito-centré. Si c'est marqué en premier, mais enfin bon, alors ça peut être utile, hein, mais voilà, c'est pas le plus important, je pense. Les groupes de pairs, les congrès, comme aujourd'hui. Donc, vous allez avoir votre attestation, comme quoi vous avez bien participé au congrès. Des sites internet, des groupes BALINT, les centres de proximité, éventuellement les CPTS peuvent proposer des formations. Ça peut être des soirées organisées par l'industrie pharmaceutique. Je pense qu'il y en a de moins en moins, mais moi, quand je me suis installée il y a presque 20 ans, dans l'amicale des médecins auquel j'ai vite adhéré de mon quartier, 5e arrondissement à Paris, tout était sponsorisé par l'industrie pharmaceutique et j'ai réussi à faire en sorte, 10 ans après, que ça ne le soit plus. Et puis, il y a la littérature médicale, si possible, indépendante de l'industrie pharmaceutique. Je ne vous donne pas les noms de la bonne revue. Alors, le petit point un peu compliqué, qui est la certification périodique, on est encore un peu dans l'incertitude. Hein, tous les textes ne sont pas encore là. L'option divination, toujours pas, mais c'est en train de se dessiner doucement. Donc, c'est obligatoire depuis janvier 2023, mais ce n'est pas encore mis en place. Il y a 4 blocs principaux qui sont l'actualisation des compétences, améliorer la qualité des pratiques professionnelles, améliorer la relation avec le patient et, point très important, la prise en compte de sa propre santé en tant que professionnel de santé. Notamment, ne pas être son propre médecin traitant. Et ce n'est pas si facile, hein. Enfin,
je parle pour les plus vieux comme moi, parce que dès qu'on a été médecin traitant, on l'a fait, c'était évident qu'on l'était pour soi, son papa, sa maman, ses enfants et tout. Au fait, non. Ça va être une certification périodique tous les 6 ans à partir du 1er janvier 2023. Mais là, je vous dis, ça fait 3 ans, mais on n'en sait pas un peu plus, mais pas beaucoup plus sur l'application. Et c'est 9 ans pour ceux qui sont installés avant 2023. C'est un référentiel de certification qui est complètement différent du référentiel métier qui vient d'être édité, qu'a créé le CMG. C'est un autre référentiel qui va être créé donc par le CMG, qui est notre Conseil national professionnel, et qui va être contrôlé, le fait qu'on soit bien, qu'on ait fait cette certification périodique, ça va être contrôlé par l'Ordre des médecins. C'est bon. Alors, je pense que vous avez compris, s'il y a un seul organisme de formation à retenir, c'est MG Form, dont je suis l'un des administrateurs. Ce sont des formations qui sont conçues par les généralistes, et là vraiment j'insiste, il n'y a que des médecins généralistes, alors des fois retraités, mais des généralistes, pour les médecins généralistes, qui intègrent des fonctions cardinales de la médecine générale. Et vous avez compris que les formations, quand on n'est pas installé en macro BNC, si on peut dire ça comme ça, vous n'y avez pas droit. Mais si, avec MG Form, vous êtes invité. Donc il faut demander au secrétariat, si vous voyez des formations sur le site internet qui vous intéressent, en FAF ou en DPC, est-ce que je peux être invité? Alors, on ne peut pas inviter tout le temps, tous les internes à toutes les formations, mais on essaie de faire au plus, au mieux pour que vous puissiez bénéficier de nos formations. On est au stand 31. Il nous reste plein de documents, dont la fameuse plaquette nomenclature MG. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir présenté ces avancées, ces perspectives pour notre médecine de demain, aussi bien pour nos patients et patientes à domicile et pour nous, pour notre formation. Nous allons maintenant prendre part à un échange. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever le bras. Sinon, en attendant, j'avais quelques questions à vous poser. Donc, notamment des sujets d'actualité. Je voyais le projet de loi de fin de vie qui avait été refusé au Sénat récemment, hier. Et le texte poursuit actuellement son parcours législatif, sera peut-être bientôt adopté. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment pourrait se mettre en place la fin de vie à domicile avec l'hospitalisation à domicile? Alors, merci beaucoup. Sur les sujets fin de vie, on y a effectivement réfléchi, puis on a même fait un peu plus que ça, puisque ça fait 50 ans qu'on accompagne des fins de vie à domicile, avec effectivement un ressenti des soignantes et des soignants qui est peut-être un peu différent de ce qu'on peut entendre effectivement dans la discussion parlementaire ou dans d'autres cercles. On a un certain nombre de dispositifs législatifs qui existent, la loi de 2016, Claes-Leonetti, avec la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Il faut savoir qu'on a 75% de nos HAD qui disposent d'un médecin, d'au moins un médecin formé en DU soins palliatifs. Donc on a, j'ai oublié de le dire au début de mon propos, mais on a des établissements qui sont beaucoup plus médicalisés qu'ils ne l'ont été par le passé. Aujourd'hui, on compte, pour vous donner un ratio, on compte à peu près un médecin pour une quarantaine, entre 35 et 40 patients selon les endroits. Il y a des endroits où il y en a plus, il y a des endroits où il y en a moins, mais vous avez à peu près là la moyenne. Et donc sur les sujets fin de vie, on a beaucoup de fin de vie, beaucoup de soins palliatifs, beaucoup de formations, DU, douleurs notamment, avec, j'allais dire, je n'ai pas de statistiques, effectivement, on dit 99%, puisque on ne pourrait pas dire 100%, mais effectivement, 99% de nos patients qui sont soulagés en hospitalisation à domicile au moment de la fin de vie, avec des prises en charge qui sont prévues pour cela. Nous avons y compris des critères de qualité sur le suivi de la douleur, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont, consubstantielles de l'exercice à domicile, qui, comme ça a été dit 2 fois, qui ont tendance peut-être, qui ont vocation à le devenir de plus en plus. Donc effectivement, sur les sujets de fin de vie, il y a du côté des établissements d'HAD, plus que les hypothèses qui seraient avancées dans les 2 textes de loi dont on parle, puisqu'il y a fin de vie et soins palliatifs, donc vous avez bien compris que le gouvernement avait souhaité les traiter de front, et non pas l'un puis l'autre. Il y a peut-être le sentiment qu'un certain nombre de choses qui existent déjà
sont mal connues, mal appliquées, pas suffisamment proposées, et qu'un certain nombre de patientes et de patients formulent en réalité non pas nécessairement une envie de mourir, mais beaucoup plus souvent peut-être des envies ou des craintes de docteur, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas avoir mal, ou bien évidemment le classique, je ne veux pas voir ma mère, ma femme, mon père, mon enfant souffrir, se dégrader, avoir mal. Et donc là, la réponse qui est apportée, je dis les établissements d'hospitalisation à domicile, ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas une des réponses qui existent en hospitalisation à domicile, eh bien, ce sont la prise en charge de soins palliatifs de qualité, avec des équipes qui sont formées à cela, gestion de la douleur, anticipation de la douleur, sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui est finalement assez peu pratiquée, assez peu appropriée, et plus encore que de dire on va créer un nouveau dispositif pour répondre à un certain nombre de questions. Moi, j'ai tendance à croire, et si j'écoute vos collègues sur le terrain, j'ai tendance à croire qu'il y a des solutions qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement proposées aux patients, parce que les patients et les patientes eux-mêmes ne le connaissent pas, parce que les soignants eux-mêmes sont soit un peu encore méconnaissants, ou alors pas tout à fait très confiants avec ces dispositifs-là, ces procédures-là. Donc voilà, sur les nouvelles dispositions, je ne suis pas sûr qu'elles répondent à des choses que le droit ne prévoit pas déjà, et qu'effectivement on pourrait proposer plus. Aujourd'hui, il y a des situations de fin de vie, parce qu'on parle de la fin de vie, mais la fin de vie volontaire, si je puis dire. Il y a la fin de vie où, je l'ai dit, lorsqu'un patient en EHPAD ou depuis le domicile a une complication, l'état se dégrade, on dit si on est en EHPAD, l'infirmière de nuit dit très bien, le médecin, on va l'amener aux urgences. Là, on est dans des situations de fin de vie qui, à mon avis, sont beaucoup plus urgentes à terminer que, effectivement, d'autres dispositions qui sont créées dans la loi. Moi, je suis beaucoup plus attaché à ne plus jamais faire face à ce genre de situation, ne plus jamais imposer à qui que ce soit la situation que j'ai évoquée là, mais qui est malheureusement très répandue encore, avec un réflexe qui est celui de l'hospitalisation à domicile, mais ça peut être d'autres choses, mais avec finalement des soins qui sont anticipés, organisés, proposés aux patientes et aux patientes lorsque cela est possible, plutôt que de se dire, faute de cela, on va organiser des fins hâtives de vie, et puis on va proposer, puisque vous avez parlé de la fin de vie, donc l'aide active à mourir. Voilà. Je ne me m'étends pas sur le volet soins palliatifs, puisque soins palliatifs, par définition, et je crois que ça a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, on verra ce qu'il en est au Sénat, mais des dispositions qui sont plutôt consensuelles, c'est très bien. Voilà, là encore, formation, développement, connaissance, tous les éléments on en dit un mot, mais sur l'accompagnement des aidants, puisque en hospitalisation à domicile, par définition, plus que dans un exercice hospitalier, on va avoir des réhospitalisations du patient ou de la patiente pour cause d'épuisement de l'aidant. C'est-à-dire que ce n'est pas tant finalement que l'état du patient que l'on suit se dégrade ou évolue ou devient critique et ne peut plus être suivi à domicile, qui commande une réhospitalisation, c'est tout simplement parce que l'aidante ou l'aidant, parce que l'écoute n'a peut-être pas été suffisante, la prise en charge, l'appui, le soutien, va faire que son épuisement va compromettre la prise en charge à domicile et va faire qu'on va réhospitaliser quelqu'un parce qu'on n'aura pas su anticiper la fatigue de l'époux, de l'épouse, de l'enfant ou des parents. Voilà, donc fin de vie, moi, la Fédération et d'autres sur ce sujet-là sont ravis d'en parler. D'ailleurs, on a un certain nombre d'expressions publiques en la matière, mais bien au-delà de ça, je pense qu'effectivement, il y a urgence et péril dans la demeure à ne pas appliquer un certain nombre d'outils dont on dispose déjà, qui répondent à un grand nombre de situations, et qu'effectivement, les demandes qui se font jour au domicile ne sont pas tant des fins de vie accélérées, c'est plutôt encore un petit peu, est-ce que je peux, est-ce que vous pensez que, voilà, je pense qu'en tant que médecin, les uns et les autres avaient sans doute déjà entendu ces questions-là qui se sont faites jour, mais je suis tout à fait disposé à en parler, à partager votre ressenti en la matière, bien évidemment. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées peut-être dans la tête de certains? Oui, une question juste ici. Bonjour, Karine Simon, je suis plus une jeune interne non plus. Je suis médecin généraliste et je suis installée au sud de Rouen et je suis aussi secrétaire générale de MG Form. Juste un témoignage, c'est que nous on fait beaucoup, depuis longtemps, du soin palliatif à domicile.
La HAD, c'est aussi un outil, mais on n'est pas obligé de passer par la HAD pour faire du soin palliatif. Et on peut aussi le faire en équipe de soins primaires avec donc le médecin traitant habituel du patient, ses infirmières habituelles, son pharmacien. Et d'ailleurs, chez MG Form, on a écrit une formation soins palliatifs en interpro et pour une équipe de soins primaires. Donc, très bien l'HAD. Et voilà, on peut faire aussi autrement. C'était juste un témoignage. Merci. Peut-être sur ce point-là, préciser que l'intervention de l'HAD, comme je l'ai dit, ne suppose pas nécessairement l'effacement des professionnels qui s'en occupaient jusque-là. Et il y a bien plus un compagnonnage ou un exercice coordonné. Pardon, le mot est un peu galvaudé, il ne peut plus dire grand-chose, mais un exercice conjoint. Et ce n'est pas parce qu'effectivement, l'HAD se déclenche que le pharmacien qui suivait le patient, bien au contraire, les infirmiers ou infirmières qui suivaient le patient, bien au contraire, sont exclus de la prise en charge. Et on arrive avec... Je pense que c'est effectivement un cas de figure qui a pu être observé à certains endroits, à certains moments. Je pense que l'évolution des choses fait qu'on est beaucoup plus, et c'est un intérêt partagé pour le patient, pour les équipes qui le suivent, pour l'équipe d'HAD, de ne pas redécouvrir J0, toute la prise en charge et de redémarrer de rien, plutôt de s'associer avec les professionnels qui... Voilà. Donc mais effectivement, vous avez toute une gradation, vous avez équipe mobile, USP, vous avez équipe de soins primaires, les gens qui s'en occupaient, bien évidemment. Pas associé à HAD avec soins palliatifs. C'était ça mon propos. Bien sûr, il y a du soin palliatif ailleurs, bien évidemment. Absolument. Et alors, merci beaucoup. Docteur Semama, vous nous parliez de sanctions qui pouvaient arriver. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ces sanctions si jamais on ne se forme pas assez ? Alors, il n'y a rien, on ne sait pas encore aujourd'hui, c'est un petit peu l'incertitude. En tout cas, ça pourrait être sanctionnable. Moi, quand je me suis installée il y a 20 ans, on m'a dit « Oh, garde bien toutes tes attestations de formation, parce que si tu ne prouves pas que tu as fait tant d'heures de machin, tant d'heures de bidule, tu pourras être empêché d'exercer. » Il ne s'est toujours rien passé 20 ans après. Donc, ça va arriver, c'est sûr. Je ne peux absolument pas vous dire, là ce serait plutôt quelqu'un du Conseil de l'Ordre qui pourrait vous répondre, quel type de sanctions on peut avoir. Je pense que ça peut aller au début, surtout que le temps que ça se mette en place, tout prend beaucoup de temps quand même. Voilà, à chaque fois qu'on fait un mouvement, comme la 4e année, ça prend plus de 4 ans, quoi, à peu près. Sans faire de mauvais jeu de mots. Donc ça peut aller d'un simple rappel à l'ordre, jusqu'à éventuellement pouvoir t'empêcher de travailler quelque temps. Mais pour pouvoir ne plus pouvoir travailler, il faut avoir fait quand même de très 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 grosses fautes. Je ne sais pas à quel point le fait de ne pas se former du tout deviendrait une très grosse faute. Alors ça, il faut demander aux membres du Conseil de l'Ordre. Merci. Ça marche. Est-ce qu'on a... Oui, une question ? C'était concernant les formations et le DPC. C'est très très flou pour nous, le DPC, quand on n'est pas installé. C'est comment ça se présente, comment on y a accès, comment on fait si on veut participer à une formation qui est payante et qu'on veut que ce soit pris en charge. Vraiment plus en termes de... Alors, merci pour ta question. Donc le DPC, c'est aussi un peu flou pour nous. Tu as compris qu'avec tous ces changements, donc je pense que les choses vont se clarifier tranquillement dans les prochains mois. Ceci dit, aujourd'hui, en termes d'orientation, de formation, on est sur les mêmes thématiques sur le 23, 24, 25, donc ce triennal-là, donc ça n'a pas changé, et que pour bénéficier des formations DPC, il faut être médecin installé. Point. Il y a certains organismes de formation, notamment associatifs, alors ceux de l'industrie et des gros labos, je ne sais pas, il faut leur demander, comme en tout cas MG Form associatif, qui permet aux internes ou aux remplaçants qui ne pourraient pas bénéficier de ces formations de les inviter gratuitement. Ça veut dire que l'organisme de formation n'est pas payé, donc on vous l'offre entre guillemets financièrement, bêtement, à perte. En revanche, on ne vous offre pas le transport et l'éventuelle nuit d'hôtel.
Donc il y a des formations sur MG Form et sur d'autres organismes de formation associatifs sur tout le territoire. Donc pas obligé de tout faire à Paris ou dans les... Alors c'est souvent quand même des grandes villes, mais enfin voilà, pas forcément dans 3 grandes villes françaises. Et il faut que tu demandes, donc j'ai mis à la fin, mais je peux peut-être remettre le dernier, je ne sais pas si on peut remettre le QR code, mais tu vas sur le site internet de MG Form et tu regardes et tu dis si cette formation t'intéresse, tu envoies un mail au secrétariat en disant j'étais au congrès de l'ISNAR, cette formation m'intéresse, est-ce que je peux être invité? Alors on a des quotas d'invitation, merci beaucoup, des quotas d'invitation parce qu'on ne peut pas faire qu'une formation pour des internes pour lesquels l'organisme ne serait pas payé pour des questions budgétaires évidentes. Voilà. Mais vous êtes les bienvenus, toujours. Est-ce qu'on a d'autres questions? Surtout n'hésitez pas. Oui. Bonjour, j'avais une question pour l'HAD sur le délai de mise en place en fait de l'HAD en médecine générale, parce qu'il y a parfois où on va se retrouver confronté à des patients qui justement on aimerait orienter vers une hospitalisation parce qu'on ne peut pas les gérer au cabinet, mais est-ce que du coup c'est long à mettre en place ou plutôt rapide? Enfin, voilà. Vous voulez quoi? Vous voulez la vraie réponse ou la réponse que voudrait vous faire la fédération? La vraie, du coup. À la vraie réponse, bon. Alors, plusieurs éléments. Il y a, de manière générale, un impératif à répondre vite quand vous êtes un établissement d'hospitalisation à domicile. On l'a vu pour des patients, on a mentionné un patient qui se dégrade. Si vous appelez l'établissement d'HAD qui vous dit « pas de problème, rappelez-moi dans 5 jours et on sera prêt », ça fera 3 jours et demi que le patient sera décédé. On peut raisonnablement se dire que voilà, il y a un petit sujet de réactivité. Maintenant, alors, on a des chiffres de réactivité moyenne, mais ça ne veut rien dire du tout, puisqu'on a des séances qui sont programmées, vous savez, en substitution à l'hôpital de jour. Donc là, on a une réactivité qui est immédiate, puis parfois on a 48 heures, donc ça peut dépendre. Plusieurs choses pour comprendre cette réactivité. D'abord, bien avoir en tête que c'est de l'hospitalisation. Donc on peut comprendre que, bah oui, c'est pas je vous appelle à 10h, à 11h, le patient est là, bah oui, non, attendez, parce que j'ai l'immédicalisé, il faut que j'organise quand même 3 secondes ma tournée soignante. Enfin voilà, il y a des petites choses à faire, c'est pas un exercice infirmier libéral qui passe pour une piqûre. Voilà, donc il y a un petit peu de choses à prévoir. Deuxième élément, alors c'est un peu moins vrai pour vous, on va dire en tant que généraliste, si je me mets de votre point de vue. On en parle souvent lorsqu'on échange avec les établissements hospitaliers qui nous appellent, si possible, le vendredi, si c'est pas trop demandé, vers les coups de 17h45, en disant « Ah oui, là, pour le week-end, ça serait pas mal de faire sortir monsieur un tel, madame un tel. » Là, bien évidemment, on a les mêmes contraintes que les autres, on n'a pas plus de ressources humaines que les autres, on n'a pas des médecins cachés dans nos poches, donc voilà, il y a un petit sujet de faisabilité. Donc, moi, j'oppose souvent la réactivité d'un établissement d'HAD qui doit progresser. Hein. Moi, des établissements qui me disent je mets 4 jours à répondre, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Mais j'oppose souvent un peu de réactivité à son pendant. Alors, je parle surtout pour le milieu hospitalier de l'anticipation. Le patient pour lequel vous m'appelez à 17h45 un vendredi. Bon, est-ce que mercredi midi il était en forme olympique? C'est pas sûr. Est-ce que mardi, il était prêt pour un exercice sportif de haut niveau? Je ne pense pas. Et donc, se dire qu'il y a une connaissance mutuelle, que se dit, bon, ce patient-là, il pourrait être amené à sortir. J'applique un peu moins à votre situation, parce qu'évidemment, en tant que médecin traitant, vous avez peut-être moins de contact quotidien avec les patients. Donc, je vous exonère un petit peu. Mais pas tout à fait. Je vous exonère un petit peu. Mais de dire, voilà, je sais qu'en face, j'ai des établissements qui vont progresser, que je vais appeler, qui vont dire ok, je vois que le patient est un peu ok, je vais me dépêcher, peut-être demain. Donc on va dire à peu près 24 heures, c'est une moyenne assez large qu'on a en France. Vous appelez un jour, vous avez le lendemain. Évidemment, vendredi, ça va plutôt être le lundi, etc. Voilà. Mais de dire qu'en miroir de ça, on a un effort à faire pour comprendre les contraintes de l'autre. On fonctionne là comme un couple. Hein. Il faut comprendre les problèmes de l'autre pour résoudre les nôtres et ça va super bien marcher. Je pense qu'il y a des voies de progrès qui peuvent être faites. Je vais vous donner un exemple, parce que là-dessus, on a beaucoup travaillé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est une expérimentation. Ça s'appelle les ERISP, équipe rapide d'intervention en soins palliatifs.
Et donc là, c'est une organisation qui a été vue avec le ministère, les agences nationales de santé, les établissements d'HAD. Donc on a 15 équipes qui ont été sélectionnées en 2025, 15 équipes qui vont démarrer nouvelles en 2026. Et là, c'est exactement ce que vous dites. C'est un signalement, une détection, soins palliatifs, que ce soit en EHPAD, que ce soit, alors à l'hôpital non, mais au domicile. Et là, intervention en moins de 4 heures. Moins de 4 heures. C'est bien la preuve que on peut voir vers à moitié plein, à moitié vide. Ça veut dire qu'on peut le faire. Moins de 4 heures, on peut. Mais ça veut dire qu'il faut bien voir en face les moyens qu'on y met. C'est-à-dire que là, il y a une équipe dédiée, il y a un médecin, une infirmière, un véhicule dédié. Vous appelez, où que ce soit dans le territoire d'intervention de votre établissement, vous intervenez, vous stabilisez le patient. Vous stabilisez le patient avec, donc vous avez PCA, etc., midazolam si besoin, ce que vous voulez. Vous avez l'ensemble des molécules qui sont au chevet du patient en moins de 4 heures, avec un avis médical ou une présence médicale. Et là, on sait développer l'HAD vide. Et puis, une fois que l'équipe arrive, stabilise, l'HAD, j'allais dire, normal, je ne sais pas très bien comment l'appeler, le reste des équipes a un peu plus de temps pour venir organiser les choses, etc. Donc ça fait un peu le tampon. Donc ces expérimentations, on vient de terminer la première année, donc on va pouvoir avoir des chiffres, etc. Ça prouve exactement ce que je vous disais, 2 choses. C'est possible, mais c'est pas facile. Il faut que les établissements soient gros. La réponse que je vous fais là, elle va aussi dépendre de la taille de l'établissement. Si vous me dites le petit HAD qui fait 14 patients par jour, oui, il ne va pas être capable de répondre en 24 heures. Par contre, vous avez des structures qui sont un peu plus grosses, qui ont parfois des filières, soins palliatifs, substitution à l'HDJ, qui vont avoir des filières pédiatrie, par exemple, anté-postpartum, qui vont se spécialiser un petit peu, là, vont être en capacité, selon les situations, de réagir. Donc, réponse un peu longue à une question qui était courte, qui n'était peut-être pas une réponse aussi longue, je m'en excuse, mais voilà, on est toujours trop long, forcément, puisqu'on, quand on appelle, c'est qu'on a un besoin, et puis si l'HAD ne répond pas, on va demander au SIAD, on va demander au PSAD, puis moi, j'ai besoin d'une réponse, donc moi, je suis capable de comprendre ça, je comprends qu'on a à progresser, que les établissements d'ailleurs progressent depuis des années. Faut bien avoir en tête aussi de ce que c'est que l'hospitalisation utile et admettre qu'effectivement, il y a un délai incompressible, je ne sais pas, mais qui se justifie sur la complexité de la prise en charge, sur les moyens mis au chevet du patient et puis sur la nature de l'intervention qui est proposée. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Oui, merci. Oui. Quand vous demandez au ministère de la Santé, c'est difficile de les empêcher de faire un acronyme. Donc, c'est équipe rapide d'intervention en soins palliatifs. Donc, c'est ERISP, E-R-I-S-P. Donc, vous en avez une quinzaine dans, pas toute la région de France, plus de 15 régions, mais une quinzaine qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an, une quinzaine supplémentaire qui vient d'être sélectionnée. Vous avez la liste sur le ministère de la Santé. Et c'est un exercice intéressant parce que les établissements qui se sont lancés là-dedans ont réussi à recruter pour ces équipes-là des médecins venus un peu d'ailleurs, notamment des urgentistes, qui y trouvaient une nature d'exercice un peu différente, mais avec le rythme que vous retrouvez aux urgences, mais sans un certain nombre d'autres éléments que vous avez lorsque vous êtes urgentiste, de charge, etc. Donc là, vous avez un peu l'exaltation des urgences, mais avec une équipe qui est organisée différemment. Et donc, équipe rapide d'intervention en soins palliatifs, c'est à mon sens peut-être voué à disparaître, parce que demain, pour répondre à votre question, tout le monde interviendra en moins de 4 heures, puisqu'on sera organisé de telle manière qu'on n'aura plus besoin de faire cet effort particulier. Vous nous appelez, pas de problème, j'ai une équipe qui fait... Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est impossible que ce soit le cas partout. J'ai des établissements qui ont effectivement des durées entre le délai et l'intervention qui sont beaucoup plus longues que ce qui devrait. On espère que ça progresse. Cet élément-là est j'allais dire, un exemple. J'ai cité les évaluations anticipées tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes au fait avec ce fonctionnement-là. Évaluation anticipée, c'est la même chose. Je fais une évaluation aujourd'hui, tranquillement, tout va bien, si je puis dire, d'un patient dont je vois bien la trajectoire qu'il va emprunter, mais peut-être que c'est dans 10 jours, 2 semaines. Tous les éléments sont prêts. Et là, si vous me posez la question de la réactivité, je vous dis, c'est quoi? C'est 1 heure? C'est une demi-heure? Parce qu'en fait, ça a déjà été fait, si vous voulez. On a le travail, on a la thérapeutique, les pas d'appel. Ah, là, voilà, là, le patient que vous aviez vu il y a 15 jours, 3 semaines, voilà, ça se dégrade, ça veut dire, pas de problème, je regarde un truc, ok, vous avez la molécule, vous avez le truc, l'infirmière elle sait quoi faire, l'équipe d'HAD se déplace, mais elle n'a pas, si vous voulez, toute l'ingénierie à mettre en place, tout est prêt, et là, je vous réponds, 30 minutes. Mais ça suppose bien, c'est pas 30 minutes, c'est pas un service sur étagère, ça se travaille, ça s'est anticipé avant, on se connaît, ça veut dire que l'EHPAD sait que l'HAD peut faire ça, etc., etc., etc.
Donc voilà, c'est un peu un apprentissage mutuel. Je veux bien prendre ma part sur le retard et les délais de réactivité, mais par contre, je veux que ça soit partagé avec l'ensemble des acteurs qui interviennent au chevet des patients. Quelques autres questions ? Moi, j'avais une question sur la durée de temps, enfin le temps qu'un patient où il peut rester hospitalisé en HAD. Parce qu'il y a des cas où on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Vous voulez dire que les médecins ne sont pas capables de dire exactement la suite d'une prise en charge? Ça, franchement, il faudrait peut-être rajouter une année de médecine, non? On va voir ça, on va y réfléchir. Ouais, mais il manque une année, il manque toujours une année. Non, évidemment, on ne sait pas. Alors, je vous dirai, comme d'habitude, une moyenne, qui ne va rien dire. Durée moyenne de séjour en France en 2025, 27 jours d'hospitalisation à domicile. Bon. Pourquoi ça ne veut rien dire? Tout simplement parce que ça va dépendre. Je vous ai dit qu'on avait un certain nombre de prises en charge qui étaient de une journée. C'est donc substitution à l'hôpital de jour, donc chimiothérapie, anesthésie loco-régionale, transfusion, quand une journée. Alors, dialyse, c'est pas de l'hospitalisation à domicile, mais enfin, voilà, c'est une journée de durée de séjour, si vous voulez. Et puis, les soins palliatifs, des patientes et des patients qui sont en soins palliatifs, qui se portent, si je puis dire, bien. Enfin, voilà, soins palliatifs, mais qui vivent, qui sont chez eux, qui ont une activité normale, et ça peut être plusieurs années. Donc, ça va être un peu, il faudrait regarder par pathologie. En soins palliatifs, on est effectivement à peu près sur 24 jours. On a des prises en charge, alors parfois c'est du nursing, mais on en fait de moins en moins, parce que ça c'est effectivement des prises en charge qui tendent à sortir du champ de l'hospitalisation à domicile, qui vont être plus longues, et puis des prises en charge qui vont être très très courtes. Mais voilà, pour répondre à un chiffre qui, comme toutes les moyennes, correspond à aucune prise en charge, c'est un peu moins de 30 jours, donc on peut dire un mois de prise en charge. D'autres questions? On a encore un tout petit peu de temps. Parfait, tout est clair pour tout le monde. Dans ce cas, je vous invite en tout cas à flasher ce QR code, à venir aux différentes sessions de MG Form. Et maintenant, je vous remercie tous les deux pour vos interventions, pour vos réponses. Et maintenant, il va y avoir une pause repas. Les différentes interventions vont recommencer à 14h dans les différents amphis. Donc je vous invite à aller regarder le programme. Merci.